Bonjour à tous, suite à ma dernière vidéo, j'ai récolté un certain nombre de commentaires m'expliquant soit que je ne connaissais pas suffisamment les trans, soit que j'avais volontairement éludé la question du genre, donc je me suis dit que ce serait bien de faire une réponse à tous les pavés de texte dont l'argumentaire central est que le concept du genre suffirait à faire tomber d'un bloc tout mon propos. Comme je sais que ce terme de genre a le bon goût d'offrir une certaine liberté d'interprétation aux idéologues, et que je ne veux laisser aucune échappatoire à ceux qui voudraient utiliser un peu de ce flou pour faire disparaître la dualité homme-femme, je vais prendre le taureau, qui s'identifie comme une vache, par les cornes. Vous voulez parler de genre? Eh bien très bien, on va en parler. Le plan de la vidéo est simple, on va aller du plus général au plus individuel. On va commencer par parler d'anthropologie, ensuite on fera un peu de marksplaining à ceux qui se revendiquent de la gauche consciente, et on finira par une interrogation sur le lien entre individus et impératifs sociaux. Tout d'abord, quel est exactement le point qu'essayent de tenir les partisans de la notion du genre? Eh bien, un peu comme certains encyclopédistes de la période des Lumières, ils ont observé que les attributs de la féminité et de la masculinité variaient selon les cultures. Ce que j'appelle attributs ici, ce sont les comportements attendus, les vêtements, les métiers, les activités, les représentations, etc. C'est l'ensemble de ces attributs qui caractérisent un genre. Soit dit en passant, vous constatez avec moi que le grand champ de ce que couvre le genre expose immédiatement cette notion à un flou interprétatif. Si moi je considère qu'au sein des attributs du genre, ce sont les métiers pratiqués qui importent le plus, et que vous considérez que ce sont les vêtements qui importent le plus, nous pourrions en arriver à tirer des conclusions différentes pour une même société. Mais admettons cette très large définition et voyons où cela nous mène. La grande observation de mes commentateurs, c'est que les attributs de la féminité et de la masculinité varient en fonction des groupes humains et des époques. Exemple, dans une civilisation et à une époque, on préfère les femmes rubensiennes avec un certain embonpoint. Tandis que dans une autre civilisation et à une autre époque, on les préfère plutôt sportives et minces. Et apparemment, cette variabilité représente pour eux une contradiction qui suffit à tout remettre en question. Revenons donc aux bases. Que le moyen d'atteindre l'idéal de féminité ici soit incarné par la rondeur des femmes et qu'il soit incarné là par la sveltesse change-t-il quoi que ce soit à l'existence de cet idéal ou même à la fixité de cet idéal? Assurément non. La sveltesse ou l'embonpoint sont des moyens plutôt que des dimensions de la féminité. Pour illustrer cet enjeu philosophique, je vais citer un passage de L'homme du ressentiment de Max Scheler. Les relativistes montrent seulement que, selon l'état du savoir humain et de la pratique des civilisations et des cultures, ce ne sont pas toujours les mêmes activités qui ont été considérées comme utiles au bonheur humain ou à la réalisation maximale de la vie, c'est-à-dire en dernière analyse, et même pour le relativiste, comme adéquates au bien suprême. Ils ont montré par exemple que dans une société essentiellement militaire, où la guerre est un moyen d'existence, la vaillance, le courage, etc., sont des qualités plus utiles au bonheur général que l'amour du travail, l'application, l'honnêteté, qualité en honneur dans une société industrielle. Ou encore que dans celle-ci, le vol passe pour un crime moins grave que le brigandage, alors que c'est l'inverse pour celle-là, chez les anciens germains par exemple. Mais la conclusion qu'ils cherchent à établir, c'est que la valeur fondamentale demeure identique et que les variations ne sont dues qu'aux conditions historiques où on cherche à réaliser cette valeur, en l'espèce le bonheur. Les relativistes de la morale ne sont en réalité que les absolutistes de leur époque. Les variations des mœurs ne sont pour eux que des étapes dans la genèse de la morale de leur temps, érigée ainsi en idéal et en norme du passé. Ces mots de Max Scheler résument assez bien ce que nous allons voir par la suite. Car là où nos amis du genre tentent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est qu'ils voudraient nous faire croire que les variabilités des moyens pour atteindre des idéaux, propres à chaque sexe, impliquent nécessairement que ces idéaux eux-mêmes sont variables et qu'ils sont 1. Absolument arbitraires, 2. Incompatibles avec une bicatégorisation homme-femme, 3. Tellement confus qu'ils prouveraient l'existence d'une infinité de genres et partant 4. Absolument discutables et malléables. Parce que oui, venons-en tout de suite au cœur nucléaire de la discussion sur le genre, l'idée que la bicatégorisation homme-femme n'a aucune raison d'être est ce qui préoccupe nos idéologues du genre. La littérature anthropologique évoque depuis les années 70 l'hypothèse d'un troisième genre dans certaines cultures. Selon une revue de littérature que j'ai consultée, le terme est pour la première fois utilisé par M. Kay Martin et Barbara Voorhees dans un livre de 1975 intitulé « Female of a Species ».
Je suis obligé de préciser que dès sa sortie, ce livre a été considéré comme assez médiocre par la communauté scientifique, notamment dans une note de lecture pour le journal Science. Dans le chapitre 4 de ce livre se trouve la proto-théorie du troisième genre qui émoustille tant les idéologues contemporains et leurs lointaines émanations qui me saluent en commentaire. Mais, vous allez le voir, la réalité est beaucoup plus nuancée que ce que les commentateurs viennent m'écrire. Oui, je peux effectivement ouvrir une page au pif et me dire que la civilisation Pokot du Kenya possède un statut particulier pour les intersexes et que ça prouve donc qu'un troisième genre est possible. Je précise, les intersexes sont des individus qui naissent avec des caractéristiques physiologiques empruntant simultanément aux deux sexes biologiques. Donc même à supposer que nous parlions ici d'un troisième genre, il a quand même un semblant de base biologique. Mais donc voilà, a priori, me voici finalement devant les faits, les intersexes avaient un statut particulier chez les Pokot, donc il a toujours existé plus que deux genres. Mais l'honnêteté intellectuelle me force à lire la fin du paragraphe et à me rendre compte que de nombreux parents se débarrassaient des intersexes dès la naissance en considérant que c'était des victimes de malformations. Je peux aussi ouvrir de la même manière une page au pif et me dire que les Navajos possédaient un troisième genre neutre dit Nadli. Alors je vais prononcer Nadli, mais je ne suis pas bilingue en Navajo, donc si quelqu'un l'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cette fois-ci, c'est la bonne. On tient une catégorie de gens qui a non seulement le droit d'exister, mais un statut pas forcément défavorable comparativement aux femmes et aux hommes Navajos. Super. Mais pas de chance, nouvelle déception, en réalité la sexualité des Navajos possède ses propres tabous et ses propres interdits, et si vous pensiez que les Navajos étaient une sorte de paradis xénogenre pansexuel, eh ben c'est encore raté. En réalité, il y a des interdits. Parce qu'avoir un statut de troisième genre c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il soit un minimum valorisé. Je vais prendre encore un autre exemple, les hijras du Pakistan ont un statut bien à eux, ce qui peut paraître surprenant dans un pays musulman. Mais ce statut les enferme littéralement dans un rôle de danseur de mariage qui permet d'éviter l'inconvenance de faire danser des femmes devant des hommes. Le plus grand nombre n'a pas réellement de travail en dehors de celui des danses de mariage et de la prostitution. Et à l'échelle de la société, ils sont méprisés, isolés et doivent se couvrir le visage pour sortir de chez eux. Devrions-nous nous en inspirer, chers amis idéologues ? Plus proche de nous, on cite occasionnellement la Grèce antique comme étant un paradis LGBTQ+. Je vous promets que la page Wikipédia sur la transidentité en Grèce antique vaut son pesant d'olive de Kalamata. Mais en dépit de cette charge idéologique, la société grecque athénienne, car soyons précis, la plupart des gens ne pensent qu'à la société grecque athénienne, était beaucoup moins proche des standards LGBT qu'une certaine presse voudrait nous le faire croire. Je vous renvoie à une vidéo en anglais qui, sans aucune prétention académique, résume en fait pas mal les problèmes d'interprétation de la société grecque par des idéologues. Tout ce tunnel d'anthropologie pour en arriver à quoi ? Eh bien, parmi le très grand nombre d'anthropologues experts des civilisations Pokot et Navajo qui suivent ma chaîne, un biais assez systématique de sélection des données semble exister. En anglais, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Mais pour le dire simplement, cela consiste à picorer dans les documents existants les seuls éléments qui étayent sa thèse. Or, on ne peut pas faire du cherry picking dans des civilisations de l'autre bout du monde et parfois d'une époque lointaine. On ne peut pas prendre un élément de traitement des intersexes Pokot en passant sous silence des infanticides Pokot. C'est malhonnête intellectuellement. D'ailleurs, on ne peut pas non plus mélanger entre elles des civilisations avec des éléments précis. On ne peut pas piocher par exemple un peu de non-binarité dans une tribu et un peu de pansexualité dans une autre pour mélanger tout ça et dire qu'en fait tout a toujours été fluide dans toutes les autres civilisations à part la nôtre. D'ailleurs, on en arrive peut-être à l'une des plus grosses erreurs, c'est-à-dire que l'anthropologie n'est pas une science prescriptive. Ce n'est pas parce qu'à l'autre bout du monde une tribu adopte une pratique et que nous observons cette pratique que nous devrions instantanément l'adopter. Tenez par exemple, si vous observez une tribu de cannibales, devriez-vous immédiatement les imiter ? À l'évidence, non. Mais en France, nous souffrons de l'héritage du relativisme coupable de Montaigne qui, dans un traité sur la question des populations cannibales, écrit « Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare ni de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. » Le propos de Montaigne est assez symptomatique d'une sorte d'universalisme mimétique déraciné qui se matérialise très concrètement par un présupposé d'intercompatibilité des pièces détachées de chaque culture. Le brave commentateur qui a découvert la culture Navajo 1 minute avant de poster son commentaire ne se demande même pas dans quelle mesure les éléments de la culture Navajo sont adaptables à notre culture occidentale. Et si la culture Navajo ne va pas de pair avec un polythéisme Navajo qui lui déplairait foncièrement, ou même plus banalement avec un fonctionnement, un ordre social qui lui déplairait tout autant. Mais plus encore, ce syndrome d'universalisme déraciné est en réalité le paravent d'un objectif idéologique.
Car, en définitive, dans ce débat, la question de savoir si les Navajos possèdent ou non un troisième genre est en réalité très secondaire à la question de savoir pourquoi diable on devrait s'inspirer des Navajos sur ce point. Si j'observais, moi, que dans certaines peuplades africaines, les homosexuels sont persécutés, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Si j'observais, moi, que dans certaines tribus de Bédouins, les femmes sont lapidées, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Si j'observais, moi, pour faire référence à Montaigne, que dans certains villages indiens on déguste de la chair humaine, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Qu'est-ce qui décide alors de l'impérieuse nécessité de s'inspirer des Navajos plutôt que des tribus de Bédouins, sinon des biais idéologiques et des partis pris politiques de celui qui se drape d'anthropologie? Pour résumer ma position jusqu'à présent, je considère que les commentateurs qui voudraient s'appuyer sur la variabilité du genre en fonction des cultures pour justifier de tout changer ici, sélectionnent des phénomènes culturels en ignorant volontairement un contexte culturel et en fait utilisent de l'anthropologie uniquement à des fins politiques. On va cesser de parler d'anthropologie et parler un peu d'organisation sociale. Pour tout vous dire, l'idée de cette partie m'est venue dans un train où je me suis retrouvé à partager une banquette avec une nonne, ce qui est assez rare de nos jours. Et cette nonne m'a rappelé ce qui est une évidence, à savoir qu'au sein d'un même genre, les comportements, les vêtements et les codes de conduite varient largement. Je connais des gens qui voudraient me faire croire que le choix de l'abstinence constitue un genre à part entière. Et pourtant, en la personne de cette nonne, j'avais là sous les yeux un exemple d'abstinence et, s'il était possible de distinguer cette religieuse des autres femmes du train, personne n'aurait songé cependant à lui refuser un statut de femme ou à la percevoir comme un 17e genre asexuel. Il existe en réalité de nombreuses sous-catégories pour chaque sexe, socialement parlant. On peut identifier des types d'hommes très différents. Des sportifs, des intellos, des timides, des blancs-becs, des efféminés, des queutards, des charmeurs, des coincés, des pinces sans rire, des pisse-froids, des rigolos et des centaines d'autres adjectifs. Les codes socioculturels des routiers du nord de la France ne sont pas les mêmes que ceux des cadres supérieurs de la finance parisienne, ni même que ceux des geeks. Le genre masculin n'est pas un corset inflexible, et même les plus bourdieusiens se souviennent de la cartographie des activités de loisirs en fonction du patrimoine culturel et financier. Et le genre féminin n'est pas non plus un corset inflexible. L'idée qu'une femme masculine constituerait un 34e genre plutôt qu'une sous-catégorie du genre femme nécessite à mon avis une discussion publique. Et la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas une réduction de la variabilité du genre qui donne cette apparente nécessité de rajouter des genres? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on sous-estime la flexibilité interne de chaque genre qu'on en vient à inventer d'autres genres? Car le genre a perdu de sa variabilité à mesure que la marchandise a progressé dans le dernier siècle. Et c'est donc le moment de faire un peu de marxplaining aux adeptes prétendument marxistes de la théorie du genre. Je suis sûr qu'il y a mieux placé que moi pour le faire, le marxplaining, mais bon, je vais au moins rappeler les bases. La première base, c'est peut-être une chose aussi simple que de rappeler l'étymologie du prolétariat. C'est le prolès, c'est-à-dire un groupe social qui ne possède rien et dont la seule possession, c'est l'aptitude à avoir une progéniture. Ce qui en définitive est bien le dernier bien des 100 biens. Définition qui devrait peut-être nous inciter à un peu plus de prudence envers tous ceux qui se proposent de nous libérer de la procréation. La seconde base marxiste, c'est la recherche des profits. Ce que cette recherche des profits conduit à faire, c'est à internationaliser les marchés et à vendre partout, de Tokyo à Rio, les mêmes vêtements qui se ressemblent pour obtenir de précieuses économies d'échelle. Là-dessus, je n'invente absolument rien, c'est vraiment la tarte à la crème de tous les propos marxistes. La troisième base, c'est l'uniformisation des représentations et des consommations qui découlent de cette tentative d'économie d'échelle. Je renvoie ici aux travaux de Debord sur la société du spectacle ou de Kluskar sur le capitalisme de la séduction, travaux qui à mon sens ont été quand même notablement enrichis dans la théorie de la jeune fille du collectif Tikkun. J'en avais fait une vidéo à l'époque, figurez-vous, donc vous pouvez aller chercher. Bref, qu'est-ce que ces grandes théories marxistes nous suggèrent? Eh bien qu'en réalité nous avons assisté à une grande uniformisation et une simplification. Uniformisation des cultures, dont la preuve la plus élémentaire consiste à observer que d'un pays à un autre, les centres commerciaux ont toujours les mêmes enseignes, uniformisation aussi des représentations, avec la disparition de spécificités locales ou de tranches d'âge, dont le stade terminal est la réduction de la féminité à sa déclinaison commerciale et consommatrice, c'est-à-dire l'image de la jeune fille en particulier. Attrition de la féminité qui explique que de 25 à 65 ans, les femmes se mettent de l'antiride et que des quarantenaires refusent obstinément d'accepter le passage du temps. Réduction de la féminité qui explique peut-être que de nombreuses jeunes femmes pensent être hors du genre alors qu'elles ne se reconnaissent simplement pas dans le mono-idéal de la femme consommatrice moderne.
Mais alors, si je peux me permettre de faire une minute de mansplaining supplémentaire, la solution anticapitaliste au problème de la réduction de la féminité à la superficialité abyssale d'une mauvaise Instagrammeuse hyper maquillée n'est pas de suivre le capitalisme dans l'édification de nouveaux marchés lucratifs de chirurgie, d'hormones et de vêtements. La solution anticapitaliste consisterait plutôt que de courir rejoindre les multinationales à chaque déploiement de banderoles inclusives à revendiquer à son échelle, sans avoir besoin de l'assentiment d'un actionnaire multimilliardaire de Coca-Cola, de Gillette ou de Bud, la possibilité d'être une femme avec ses manières à soi. En somme, non pas de se conformer à un nouvel impératif profitable, mais de rendre à des idéaux millénaires leur richesse qui a été détruite par la quête des profits marchands. Nous avons commencé cette vidéo en parlant de la prodigieuse multiplicité des civilisations humaines qui est en réalité étonnamment convergente sur la notion du genre, pour ensuite parler de la structure capitaliste et de la variabilité interne au genre, et nous allons zoomer encore un peu plus sur l'individu. Parlons du lien entre individu et construction sociale et commençons peut-être par une analogie. Dire bonjour le matin et bonsoir le soir est une construction sociale. L'idéologue se propose de dire que parce que lui se couche tard et dort plus la journée, il convient désormais, selon son référentiel à lui, de dire bonsoir chaque matin lorsque le soleil se lève et bonjour chaque soir lorsque le soleil se couche. À la rigueur, cette fantaisie serait tolérable s'il vous laissait le loisir de répondre bonjour en rigolant, sauf que l'idéologue ne veut pas que vous rigoliez de son bonsoir, vous devez le prendre très au sérieux lorsqu'il le dit, et il ne veut pas non plus vous laisser répondre bonjour ou rappeler que le bonjour s'emploie à cause de la course du soleil. En fait, quand il recourt à la notion de construction sociale, ce que l'idéologue veut réellement dire, c'est qu'il pourrait imposer sa vision du monde à ses congénères et faire de son ressenti personnel la boussole du monde. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce n'est pas parce que les idéologues du genre veulent absolument vous parler des constructions sociales qu'ils ont un profond respect pour les constructions sociales. En réalité, le seul intérêt qu'ils trouvent aux constructions sociales, c'est l'aptitude de modeler les constructions sociales pour vous les imposer ensuite. Je crois que nous devrions encore préférer à ceux qui se cachent derrière les Pocotes, les Hijra et les Navarros pour avancer leurs idées, ceux qui ont le courage d'affirmer que leur idéal consiste à opérer une disjonction définitive entre biologie et sociologie. Une expérience que Steven Pinker décrit dans son livre en page 348 en reprenant quelques études. Je vous mets tout ça en description. Une deuxième dimension que je veux donner à cet argument de l'individu face au collectif, c'est qu'en réalité, il va nous ramener au point de départ. Oui, vous avez votre code de comportement et votre vision de l'érotisme et de la sensualité. Mais moi aussi. Et puis ce voisin au coin de la rue aussi. En fait, nous sommes tous uniques. Nous avons tous nos propres codes. En réalité, moi je veux aller plus loin que vous, cher ami idéologue. Nous sommes tous tellement différents que nous ne pouvons pas nous grouper dans des genres. Nous sommes 8 milliards de genres sur Terre. Voilà qui est fantastique. 8 milliards de genres sur Terre. Eh bien, cela est bien beau, mais comment pourrais-je savoir désormais avec lequel de ces 8 milliards de genres j'ai une chance de pouvoir avoir des enfants ? Ce serait si pratique que nous ayons des éléments biologiques pour nous aider en la matière. Ce serait si pratique pour moi de pouvoir repérer les quelques milliards de genres qui pourraient me donner de beaux enfants simplement en regardant, je sais pas moi, une silhouette ou une chevelure ou des vêtements. Il serait pratique même, si on poussait le vice jusque-là, qu'une simple indication de pronom me permette d'identifier lequel parmi les 8 milliards de genres cherche un autre genre. Tenez, on pourrait utiliser mademoiselle pour cela. C'est joliment désuet, mademoiselle. À moins que le but de toute cette agitation frénétique genriste ne soit réellement de supprimer la reproduction elle-même. En définitive, cette démultiplication du genre ne peut que nous conduire à recréer deux genres et éventuellement un troisième genre troublé. Parce que la binarité du genre a un usage social. Ce n'est pas une construction sociale arbitraire, c'est une construction sociale qui reflète des besoins de la société. Je cite Pinker à nouveau, les différences de sexe ne sont pas des décisions arbitraires de la culture occidentale, comme pourrait l'être la décision de conduire à droite ou à gauche. Dans une certaine communauté de chercheurs, on trouve 1000 défenseurs de l'idée que le genre est infiniment moins binaire et infiniment plus compliqué que ce que l'on croit. Et l'on trouve étonnamment peu de gens pour rappeler que c'est précisément parce que c'est infiniment compliqué qu'on a créé des catégories infiniment simples. Ces catégories ont l'infini bon goût d'être flexibles et d'autoriser des sous-catégories. On a toujours utilisé des adjectifs ou des images pour raffiner la bicatégorisation. Mais ni les exemples historiques, ni les exemples anthropologiques, ni les injonctions au capitalisme de Big Pharma ne devraient nous inciter à renoncer à la séparation du monde en hommes et femmes, et à ce qui en découle, c'est-à-dire la possibilité même des grandes joies non marchandes de l'existence, les élans de cœur, l'amour, la famille, la filiation.
Gardons-nous de la courte vue des agitateurs du genre qui confondent problème et solution. Donc non, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et j'en ai évoqué beaucoup, le fait de raisonner avec la notion de genre ne change en rien ma conclusion dans la précédente vidéo, il n'y a bien que deux genres. Si vous aussi vous êtes lassé de ce relativisme ambiant, je ne peux que vous inviter à participer à la réédition de Orthodoxie de Gilbert Keith Chesterton. Chesterton a proposé là un ouvrage majeur qui permet de se réarmer à la fois intellectuellement, philosophiquement et spirituellement, et je ne peux que vous encourager à le lire et à le diffuser autour de vous. Ce texte est vraiment important. Vous pouvez encore participer pour une dizaine de jours à la campagne de financement sur Tipeee. Vous avez une version pour EPUB et PDF qui est disponible à partir de 5 €. Vous avez une version papier qui est à 25 €, frais de port inclus. Vous avez une version audio et vous avez même une conférence, etc. Je vous laisse aller regarder. Tout ça est sur la page Tipeee. Encore une fois, c'est la dernière ligne droite. Il ne vous reste que 10 jours pour participer à cette campagne. Donc c'est le moment ou jamais. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et à bientôt.